Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Grace Kelly sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Bonjour. Eh bien, lors du dernier numéro du filmographe, nous avons commencé à évoquer la filmographie, la vie, la carrière et la filmographie de Grace Kelly grâce à Elisabeth Bouzlan qui est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Car vous avez commis un ouvrage chez Grasset intitulé Grâce de Monaco, la glace et le feu. Et nous allons donc reprendre notre petite promenade dans cette carrière qui continue, qui a de beaux moments, de temps en temps du film un peu oublié, et puis ensuite qui évidemment va s'orienter vers d'autres cieux, d'autres genres de décors. Donc aujourd'hui, eh bien, nous continuons à parler de Grace de Monaco. Miklos Rozsa qui composa la musique de L'Émeraude tragique. Alors, un film d'Andrew Marton qui était connu pour être un réalisateur de seconde d'équipe. On voit son nom au générique de Ben-Hur, du jour le plus long. Il avait dirigé Stewart Granger qui est là, qui a 16 ans de plus que Grace Kelly. Et donc, il l'avait déjà dirigé dans Les Mines du Roi Salomon. Et là, tournage en Colombie. Et c'est Stewart Granger qui est aussi dans un des films les plus érotiques d'Ava Gardner, La Croisée des Destins. Exact. Et le film sortira en décembre 54. Je pense qu'on n'en dira pas beaucoup plus. Non, je l'ai revu pour l'occasion. Oui, voilà. Ouais, voilà. Pas méchant. Voilà. Agence de voyage vante les mérites de la Côte d'Azur. C'est le tout début de La main au collet, bien sûr. Musique de Lynn Murray dont on parlait tout à l'heure et qui est toujours Lionel Brizzi de son vrai nom. La main au collet, ça c'est un film incontournable dans la carrière de Grace Kelly. Ah, c'est un film incontournable tout court. Alors, bon, c'est pas, contrairement à la légende, le film qui a permis à Grace Kelly de rencontrer le prince régnier de Monaco, car ils se sont rencontrés l'année suivante au Festival de Cannes, quand vous le racontez dans le livre, quand Régnier lui fait visiter son zoo. Un reportage pour Paris Match. Voilà, exactement. Mais c'est, en revanche, un film quand même, c'est un très bon film, et puis c'est un film qui a plein de choses très pittoresque. D'abord, c'est l'un des films d'Hitchcock qui compte le plus d'acteurs français. C'est pas le seul, puisque Hitchcock a fait travailler Pierre Freinet, il a fait travailler Daniel Gélin, Charles Vanel, bien sûr. Et Noiret, bien sûr, dans les tours. Voilà. Alors, Piccoli. Mais là, ici, on a une brochette d'acteurs français. On a Charles Vanel, on a Brigitte Aubert, très belle actrice un peu oubliée aujourd'hui. Et puis on a aussi Jean Martinelli, qui était un acteur français très très sympathique. Alors ce film, il se déroule sur la Côte d'Azur, et là quand même, on peut pas, on retourne le problème dans tous les sens, mais c'est quand même une histoire qui est tragiquement prémonitoire. Il y a la séquence dans laquelle Grace Kelly conduit sa Sunbeam Alpine MK1 modèle 1953 bleu métallisé, déjà une voiture anglaise, comme la voiture dans laquelle elle va se tuer un peu moins de 30 ans plus tard. Et tout ça sur les routes de la Corniche, juste au-dessus de Monaco, juste là où l'accident va avoir lieu. Alors évidemment, cette scène, elle a été manifestement filmée en transparence, puisque Hitchcock était un roi de la transparence. Mais il a quand même fallu aller fabriquer l'image de stock shot, et puis le tournage était là-bas. Et donc, bon, Grace Kelly, elle ne pouvait évidemment pas imaginer l'abominable, l'incroyable coïncidence qui entourerait sa mort. C'est pas le seul cas. D'ailleurs, vous savez, par exemple, dans Anna et le roi de Siam, vous avez Linda Darnell qui meurt brûlée. Or, c'est une femme qui avait terriblement peur des incendies, et elle est morte dans un incendie. Donc, il y a d'autres cas comme ça. Mais donc, elle pouvait pas imaginer cette coïncidence. Mais en revanche, on peut peut-être imaginer que La main au collet soit à l'origine de la relation
particulière que Grace Kelly avait avec la Côte d'Azur. Alors qu'en est-il là ? Alors là, il y a une conjonction de facteurs, comme vous le soulignez, c'est-à-dire que elle tombe amoureuse de quoi ? D'abord de Cary Grant, mais qui est avec sa femme Betsy et qui est juste une charmante vieille branche. Moi, je suis allée voir le 25 script. ans de plus qu'elle. 25, ça marche. Le compte est bon. Ouais, mais alors là, vraiment, lui, il se tient quand même, parce que autant Clark Gable dans Mogambo, il est quand même un peu, Ah ouais, non, il a quand même des heures carrément, il a quand même des heures de vol, alors que là, quand on voit Cary Grant sur la plage en slip, là, il est quand même, franchement, Et pourtant, il avait Alors, vous hésité. savez que pour messieurs, pour ma biographie, j'ai vu la charmante, l'exquise Brigitte Aubert, qui n'est pas loin de 90 ans, n'est-ce pas, et qui a une mémoire intacte de tous ces moments sur la Côte d'Azur. Et donc, elle me dit, mais il nous faisait rire. Mais à longueur de journée. C'est-à-dire que cette bande que nous, on a fantasmée, qui est Cary Grant, avec sa Hitchcock, Grace Kelly, etc., la Côte d'Azur, le Carlton, eh bien, ce n'était pas un fantasme. Eux, ils riaient tous les jours. Ils allaient déguster des choses absolument divines dans l'arrière-pays. Ils vivaient une vie de rêve avec ce sérieux et cette discipline qu'installe Hitchcock dans tous ses tournages, bien entendu. Et la seule qui était terrorisée, c'était la petite Grace. Comme toujours, Brigitte Aubert m'a dit, mais elle était terrorisée. Alors je lui dis, comment ça se matérialisait, ce truc de terreur? Elle me dit, alors à 7h du matin, Hitchcock, qui était fou d'elle, mais elle ne savait pas, elle ne se rendait pas compte qu'il était à ce point fou d'elle. Elle pensait que c'était pour le boulot. La prenait à part et répétait à part dans une salle du Carlton, des heures supplémentaires, rien que pour ses yeux. Et Brigitte Aubert me disait, elle était mignonne parce qu'elle est encore angoissée de cette histoire. Elle me disait, alors que moi j'avais un rôle très dur, dit Brigitte. Et lorsque je lui demandais des conseils sur mon rôle quand je devais nager au ponton, jusqu'au ponton de la plage du Carlton, mais je n'avais le droit à rien, il me disait, débrouillez-vous. Et elle vous a confirmé que la fin n'était pas tout à fait écrite au moment du tournage et qu'elle avait eu une grande scène avec Cary Grant où il se retrouvait en prison et où elle racontait que racontait que voilà, il avait fait de la prison et elle maintenant elle se retrouvait en prison, voilà, et ça a été coupé au montage pour une fin pour qui Brigitte. Évidemment Meg Grace Kelly elle en a encore de la peine. Oui, du regret, mais elle a trouvé Grace adorable. Elle fait partie des personnes que j'ai retrouvées qui m'ont dit que Grace avait vraiment un cœur d'or et qu'elle était tout à fait attendrissante. Si bien qu'on ne peut pas ne pas être un petit peu attendri, en tout cas par la fin de son destin. Le début, c'est une garce rigolote, c'est une garce hollywoodienne, pleine de bonnes manières, qui détonne dans le milieu du cinéma, mais c'est tout de même quelqu'un qui n'est pas du tout à plaindre. Et après, quand elle rentre à Monaco, moi j'ai commencé à avoir beaucoup de tendresse pour elle parce que je trouve ça trop triste, Monaco. Eh ben, on va y arriver tout doucement à Monaco. Monaco, il y a encore quelques petits films dans sa filmographie. Un film qui passe un petit peu à l'as comme ça, c'est Le Cygne. On vient d'entendre la romantique musique du Cygne signée du polonais Bronisław Kaper. Ouais, mais c'est un film très sympa. Très sympa. D'abord, c'est un film de Charles Widor. Donc Charles Widor, c'est lui qui a fait Gilda. Et si je me trompe pas, c'est lui qui a fait aussi Cover Girl. Qui vous trompez sûrement pas. Qui est le film avec Rita Hayworth, absolument extraordinaire, où elle descend un escalier. C'est quand même plutôt un grand metteur en scène. Et puis il y a Guinness face à Grace Kelly, avec Guinness qui raconte dans ses mémoires, c'est juste au moment où il arrive, c'est son premier film américain, avec Guinness, il est en train de devenir catholique, il a voulu devenir catholique et il va à la messe tous les dimanches avec Grace Kelly pendant le tournage de ce film. Ça, il s'en souvient. Et il s'appelle Prince Albert dans le film. Alors ça, là, il va falloir encore aussi... un truc prémonitoire. Bah voilà, que des coïncidences dans ça, elle y est pour quelque chose quand même, non? Non, pas du tout. Il s'appelle... vous voulez dire après Albert, oui, bien sûr. Bien sûr que ça la marque. Elle est non, mais elle appelle son fils du nom de ce personnage. Du personnage de la pièce de Molnar, cet Hongrois à succès. Mais vous savez que De Swan n'est pas inintéressant parce qu'il donne, en tout cas, si on s'intéresse à Grace Kelly, hormis les noms prestigieux que vous avez relevés, il donne en filigrane le mode d'emploi imagé de sa nouvelle vie. C'est-à-dire que sans le savoir, c'est quand même hallucinant. Sans le savoir, elle va rentrer dans le même genre de palais, en pâte d'amande, en carton-pâte. Elle va être princesse, elle va être blanche, immaculée. Elle va être de Swan. Et ce Bertie, ce Albert qui est son mari dans le film, elle va en effet donner le prénom
à son premier fils. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, Non. parce que le personnage est assez ambigu, un peu curieux. Enfin, il dort toute la journée quand il arrive, il fait pas attention à elle, puis finalement, il va... Bon, enfin bref, c'est un film intéressant à voir et à revoir. Il y a Louis Jourdan, le français que Hitchcock a tellement détesté dans Le Procès Paradine, puisqu'il voulait Burt Lancaster à la place, qui n'est pas tout à fait pareil. Et puis, Jessie Royce Landis, qui joue le rôle Encore de sa une fois, mère. sa maman, ouais. Voilà, exactement, comme dans La main au collet, où elle est divine. Elles sont et elle était d'une la mère, drôlerie. et elle sera la mère de Cary Grant dans ce film mort dont le titre, Non. voilà, La mort Dans aux La mort trousses. aux trousses. Et ils ont 2 mois d'écart à peu près. Oui, c'était Moi, je m'en souviens que sous le titre anglais, North by Northwest, comme ça permet, parce que La mort aux trousses, je trouve, c'est un titre piégeant. Ouais, c'est un peu piégeant. Ça swing, c'est la musique de haute société. Alors signé Cole Porter, et là aussi on se rapproche de ce destin qui va lui tomber dessus, qui lui est déjà tombé dessus un petit peu. Elle l'a rencontré, là on est en 56, oui, elle l'a rencontré, enfin le film sort en Mais 56. savez-vous, Laurent et Antoine, que le prince vient en Californie, lui qui a horreur de ça, il a horreur des montanéités, mais il vient sur le tournage à Culver City de la haute société. Parce que des fois qu'on lui barbote ses fiancés. Et elle a dans ce film un solitaire de chez Cartier qui brille à son annulaire. Et c'est la bague de fiançailles du prince régné, rien que ça. Ça c'est confirmé dans le film, on voit la... Absolument. Ouais. Oui, donc elle est très éprise, en tout cas elle est très éprise de son futur destin de princesse. Et elle y met un peu de supériorité, pardon, mais elle y met un peu d'arrogance, c'est-à-dire qu'elle est là avec les saltimbanques de toujours, de prestigieux Et saltimbanques. ses copains. Enfin, Copains, Frank Sinatra, Crosby n'est pas loin. Bon Il voilà. est là même, ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de leur dire, vous voyez les gars, moi je vais devenir princesse. Ouais. Mais alors justement, c'est un peu paradoxal. C'est Oui. vrai, en voyant Haute Société, on se dit que c'est vrai qu'elle a un air un peu supérieur, mais en même temps, bon, ce film, donc d'abord c'est un remake d'Indiscrétion. Donc Indiscrétion, c'est le film qui a été voulu par Katharine Hepburn, hein, puisqu'elle a Qui est une qu'elle avait merveille, adoré, qui est un film chef-d'œuvre. extraordinaire. Mais vous savez que Katharine Hepburn, quand elle a fait Indiscrétion, était au creux de la vague Oui. dans sa carrière, et elle avait acheté les droits cinématographiques de la pièce Philadelphia Story, qu'elle avait d'abord joué au théâtre, et elle l'avait acheté avec l'aide de Howard Hughes, qui était à l'époque son amant. Voilà. Et donc, en fait, Philadelphia Story, c'est un film d'une certaine manière de Katharine Hepburn. dont Grace Kelly avait passé une scène pour son concours à cette école de théâtre, hein, il y a longtemps. Terriblement, tout est symbolique dans Voilà. sa vie. Et donc Katharine Hepburn, c'est le monument du cinéma américain. Hein. À l'époque, elle n'avait eu qu'un seul Oscar, mais enfin, elle trônait quand même un peu au sommet des choses. Et donc là, on a un remake dans le musical avec Louis Armstrong, dans lequel Grace Kelly va reprendre le rôle de Katharine Hepburn. Donc elle s'attaque quand même à un truc solide. Et puis donc on va avoir avec elle Frank Sinatra, Bing Crosby, donc qui revient, l'ancien amant, qui joue l'ancien mari dans le film, et une excellente actrice qui s'appelle Céleste Holm, qu'on a vu notamment dans La femme aux allumettes. Et alors donc ce film qui se passe, comme son nom l'indique, dans la très haute bourgeoisie, on a une Grace Kelly qui est très rêveuse, qui semble finalement assez loin être en permanence en train de s'échapper mentalement de ce monde, notamment dans cette scène où elle est en tenue très légère et très affriolante au bord de sa piscine, et où elle rêve des moments romantiques de son mariage raté avec Bing Crosby. Elle pousse un bateau dans la piscine, et donc finalement elle donne presque l'impression de fuir un peu les mondanités, c'est-à-dire comment vous répondre? Je trouve ce film assez mauvais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vu Philadelphia Story, qui est juste un chef-d'œuvre, bien sûr. On ne peut pas trouver bon ce remake. Non, mais ça c'est vrai. On est d'accord? Mais... Alors évidemment, il y a cette petite musique qui vient tout égayer, Louis Armstrong fait des efforts. On a l'impression que c'est un film forcé où tout le monde fait des efforts, où tout le monde sait qu'il s'agit d'une entreprise MGM absolument prodigue, où il va s'agir de ramener des millions. Et en plus, patatras, ça ne ramènera pas des millions. Puisque l'histoire fait que elle va se marier, et que le mariage du siècle retransmis à la télévision, au moment où sort High Society, va remporter beaucoup plus de suffrages gratuits. Et mis en scène par Charles Vidor, là, pour le coup. Mais oui. Voilà. Vous voyez comme la vie et le cinéma s'imbriquent en permanence, illustrant la théorie de Charlie Chaplin, dans le cas de Grace Kelly, mais dans le cas d'Ava,
Il se trouve que ça marchait aussi, la Wagner, ça marchait aussi. Et donc, c'est stupéfiant. C'est comme si on avait des petits sorciers et des petits mages qui nous disaient, si tu fais du cinéma, alors ta vie va déteindre. Donc dans Haute Société, c'est pas de la Haute Société qu'elle s'échappe, c'est du film finalement Et du cinéma, c'est ses adieux au cinéma. Et du cinéma. Et en revanche, le vrai Haute Société, c'est son mariage, mise en scène par Charles Widor, avec la robe de Helen Rose, très célèbre, entièrement financée par la MGM et fait par la costumière, par l'habilleuse en chef de la MGM. Pèse 25 kilos. La marche nuptiale revue et corrigée par Louis Armstrong a un rôle important dans ce film et qui, avec sa belle voix grave, conclut le film End of the Story. Marche nuptiale, donc, c'est curieux que ce soit la dernière musique, c'est la fin du film qu'on vient d'entendre, et juste après, il va y avoir une autre marche nuptiale, une vraie, alors là, sur le Rocher à Monaco. Alors bon, on l'a raconté, ils sont rencontrés à l'occasion du Festival de Cannes, un reportage Paris Match à Monaco en 55. Ils se marient donc, alors il y a le mariage civil, c'est ça le 18 et religieux le 19, avril 56. C'est le mariage du siècle, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Personne n'a détrôné cette appellation pour l'instant. Voilà. Bon, et donc la MGM fait un chèque, plusieurs peut-être, c'est ça ? Bah oui. Et c'est ce que je révèle, la lecture comptable que je révèle dans le livre est absolument accablante. Et en même temps, ça veut dire que Grace est tout à fait maligne et et Régnier très malin aussi. C'est-à-dire que ce sont probablement les premières noces à ce point sponsorisées par une major compagnie. Oui, mais la major compagnie, elle s'est fait un peu avoir finalement. Oui, parce que le retour sur investissement n'est pas terrible. Bah oui. Oui, parce qu'on l'a pas rappelé, mais enfin Haute Société n'a pas fait et puis surtout un après, succès total. Et puis après, Need the Swan, qui était aussi MGM, Need the Swan. Et après, elle va plus faire de films. Normalement, le but d'un investissement, c'est normalement de rapporter dans l'avenir. A priori. Là, ce serait un philanthrope ou un mécène, on pourrait comprendre. Mais la MGM n'était pas philanthropique, loin de là. Non, elle a été assez maligne. Elle en voulait plus de ce contrat. Et en cela, elle se rapproche de sa grande amie qui l'a conseillée, y compris financièrement, qui était Ava Gardner. Ava Gardner faisait la même chose avec la MGM. Elle passait son temps à s'enfuir et à détourner les problèmes de contrat qu'elle avait. Alors on va revenir à Ava Gardner parce que évidemment elle est invitée au mariage. Ce mariage, vous le décrivez alors vraiment. Alors bon, il y a des choses quand même. Là aussi, on parlait de Freud tout à l'heure où l'alliance tombe par terre. Régnier a du mal à passer au doigt. Ça bute, ça va pas. Elle dit quelques borborigmes alors qu'elle a joué Strindberg. Elle sait pas dire oui comme ça devant une caméra. C'est incroyable. Enfin, on se demande. Elle est livide. Je sais plus qui en interview m'a dit mais pourquoi vous dites qu'elle est comme une vierge sacrificielle ? Mais parce qu'elle est livide et qu'elle est blanche quoi. Elle a pas l'air heureuse. Elle offre l'aspect d'une condamnée à mort se dirigeant vers l'échafaud. Mais je vous assure, en revoyant ces images, c'est ça. Je n'ai pas exagéré. C'est même très inquiétant. Et alors, il se passe des choses curieuses. Alors, Ava Gardner découvre que Frank Sinatra risque d'être là, donc, finalement, grâce à Pelle Frank, c'est ça, il lui dit, bon, écoute, si tu pouvais, tu pouvais t'abstenir. Voilà. Il y a des vols. C'est incroyable. Alors, parlez-nous 2 secondes de Charlotte. Alors, la belle-mère, la grande belle-mère de Grace, c'est ça? La princesse Charlotte. Oui, la pauvre. Enfin, 2 secondes. Parce c'est une enfant bâtarde, comme souvent, pièce rapportée chez tous les Grimaldi. Et puis, elle a un amant, il s'appelle René Lacan. Voilà, carrément. C'est lui. C'est un voleur. Incroyable. Et qui vole des diamants comme dans la Maucolet, dans les beaux hôtels de la principauté. À l'hôtel de Paris. Incroyable. Alors, ça y est, elle est mariée, c'est une princesse. Les Monégasques l'adoptent vraiment, cette Grace Kelly américaine. Moi, mes enquêtes là-bas me prouvent qu'ils sont pas hospitaliers. C'est bizarre parce qu'ils sont quand même un mixte d'Italiens et de... Oui. Bon, je sais pas, ils sont pas très ouverts. Ils sont comme les îlotes, en fait. C'est pas une île, mais ça pourrait être une île. Ils sont assez singulièrement isolés, etc. Et ils ont pas été très fiers de leur princesse américaine, en fait. Pourtant, elle a fait resplendir ce pays dont notre amie Colette disait qu'il avait des frontières de fleurs, c'est ça Mais c'est très beau ce pays, surtout à l'époque. À l'époque, il est magnifique, avant que Albert ne se mette à construire à tout va comme un Lego et à faire monter l'horizon de manière verticale et oppressante. Non, c'est très beau. Je pense qu'il n'aime pas... peut-être qu'elle est un peu arrogante. Vous voyez, elle fait beaucoup de charities, elle fait beaucoup d'œuvres, elle se donne vraiment parce qu'elle a ce tempérament pour se donner. Elle n'est pas du tout paresseuse, elle est très disciplinée. Mais enfin, comme elle est myope, elle a toujours ce regard un peu méprisant, vous voyez, qu'ont les myopes sans le vouloir parce qu'ils reconnaissent personne. Et puis peut-être qu'elle les trouve un peu rasoirs, mais elle n'ose pas le dire.
C'est rasoir alors- de couper des rubans quand même. Un peu rasoir, et son mari, il est pas un peu rasoir. Vous le traitez de taiseux, de timide, fuyant les mondanités, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. C'est connu ça, hein, il s'en cachait même pas, il est pas du tout mondain. Alors quand on a passé sa vie au Waldorf Astoria ou bien au Beverly Hills Hilton, qu'on a fréquenté Hitchcock, Cary Grant et toute la crème des Sunlight, et qu'on est comme ça sur une escarcelle ou une balancelle, vous savez c'est un tout petit palais, hein, moi j'y suis allée au palais de Monaco, on peut tous y aller, c'est tout petit. Moi je pense qu'on s'ennuie un peu. On s'ennuie un peu. D'où les balles costumées, je consacrerai un chapitre au fait qu'elle organise Elle à n'arrête pas. tour de bras des mascarades et des fêtes costumées, ce qui est un peu pathologique aussi. Et c'est pathologique aussi que Régnier ait été attiré avant aussi par une autre comédienne. Non, moi j'ai un peu appris ça dans votre livre, peut-être ça se sait, vous le savez Antoine, mais Non, je l'ai appris dans le livre aussi. Voilà, c'est ça, Gisèle Pascal qui a été pendant 6 ans sa compagne. Il a éjecté assez durement d'ailleurs. Alors pour ceux qui ne voient pas trop Gisèle Pascal, c'est Louise de la Vallière dans Si Versailles m'était compté. C'est surtout, pour les plus jeunes, la patronne de l'agence où Valérie Caprisky vient faire ses photos déshabillées dans la femme publique de Zulewski. Et puis après, ça a été évidemment la femme de Raymond Pellegrin et la mère de sa fille. Donc c'était pas rien, Gisèle Pascal. Gisèle Pascal était une comédienne. Eh bien pourtant il l'a éjecté. Il était très amoureux d'elle. Peut-être parce que c'était confortable cette relation. Elle ne l'engageait pas en fait. C'est-à-dire qu'il savait très bien, les Monégasques, qu'il ne se marierait pas avec une petite comédienne. Donc quand il a fallu vraiment, Grace, il a fallu qu'elle renonce pour devenir princesse. Ouais. C'était la condition. Est-ce qu'elle a pas un peu éjecté Jean-Pierre Aumont, elle? Bah oui, forcément, parce qu'il avait pas de titre. Il était mignon, il était agréable, il était playboy, il avait tout pour plaire, mais il avait pas de titre. Et au même moment, c'est quand même Régnier de Monaco lui promet le trône. Franchement, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? On aurait tout. Écoutez, moi je peux vous dire ce que j'aurais fait, mais bon. Je ne sais pas. Éjecté, Jean-Pierre Aumont. Bon, c'est une mère aussi, cette princesse est maman. Ouais, c'est une maman une très belle maman, une très bonne maman. Elle est vraiment comblée par ses enfants. Autant tout le monde me dit, les gens qui lisent le livre me disent que c'est un destin quand même assez triste. Mais en tant que mère, elle n'a pas été déçue. D'abord, elle a ce petit garçon qui s'appelle... d'abord, elle a Caroline, qui est ravissante, espiègle et très intelligente. Bon, mais on veut un héritier. Ben oui, forcément. Alors, bon, le père, vous savez, le père dont vous parliez tout à l'heure, le père tellement omniprésent, tellement castrateur, Père etc. de Grace. Bon, le jour où il a Caroline, sa première petite fille, il fait un télégramme toujours aussi charmant. Il dit « Oh là là, j'aurais préféré que ce soit un garçon. » C'est pas de l'humour, hein, c'est juste un type indécrottable de méchanceté. Donc, deuxième coup, elle fait un petit garçon, c'est Albert, et c'est l'héritier. Et elle adore ce petit garçon. D'abord, il lui ressemble physiquement. C'est le seul des 3 qui lui ressemble. Il est blond, il est rêveur, il a les yeux bleus. Il est adorable sur les photos d'enfants. Ouais. Il est absolument charmant. Comme Ils sont charmants, les 3. Il faut rester enfant. Oui. Ça, je vous laisse. Sans commentaire. Je vous laisse, Laurent. Bien. Et puis, il y a Stéphanie, un peu plus tard. Adorable, petit bout de chou qui les fait tous craquer, puisque comme souvent, la dernière de la fratrie fait craquer tout le monde. Elle n'a pas été la dernière de la fratrie, Grace, c'est son drame. Et celle qui jalouse tout le monde, c'est Caroline, la première. Parce qu'elle jalouse un peu Albert, et elle jalouse évidemment Stéphanie. Et puis qui va avoir une jeunesse et une adolescence un peu tourmentée à Paris. Enfin bon, ça vous le racontez dans le livre, on peut pas non plus parler des enfants et des petits-enfants qui arrivent, et même des arrière-petits-enfants maintenant, c'est ça? Oui, il y a un petit Raphaël Elmaleh qui est né sur le Rocher il y a 3 semaines. Alors, on va parler quand même peut-être, puisqu'elle a renoncé au cinéma, mais à un moment, ça a failli se faire. Elle a failli repartir à Hollywood. Ah oui. Et avec qui? Avec Hitchcock, bien sûr. Alors, racontez-nous un petit peu cette affaire. Mais quel crève-cœur. Moi, je trouve, alors je ne sais pas, vous êtes des cinéphiles, moi je suis juste spécialiste du cinéma en tant que journaliste, mais je trouve que Pas de printemps pour Marnier est un film formidable. Film malade, disait Truffaut. Mais... Un grand film malade, disait François Truffaut. Mais avec tout ce sens, ce double sens que Truffaut accorde au film. En fait, moi, je trouve qu'en le revoyant, c'est un film, c'est un manifeste pour que les femmes, les névrosées, s'allongent sur le divan. C'est-à-dire que cette Marnier est juste archi névrosée. Ce que n'aurait jamais fait Hitchcock. Voilà, mais ce qu'il adorait faire aux femmes. Et ce Sean Connery va lui servir de Freud de remplacement, en fait, de Freud de pacotille. C'est-à-dire, comme il est fou amoureux de Marnie, pendant tout le film, on va assister à une tentative de psychanalyse sauvage qui va finalement aboutir, ce qui n'est pas du tout dans les règles freudiennes. Hein. Normalement, ça marche pas. Mais avec Hitchcock, ça marche puisque c'est quand même un conte de fées. Est-ce qu'elle aurait été bonne là-dedans? C'était écrit pour elle. C'était écrit pour elle. Elle a donné son accord. Le prince a donné son accord. Il devait aller sur le tournage d'ailleurs. Voilà. Absolument. Tout le monde est content. Il y a eu un communiqué de presse. Vous dites un peu prudent. Un communiqué de presse officiel assez étonnant dans sa rédaction. Oui, parce que les Monégasques, si vous voulez, il faut les rassurer. C'est comme des grands enfants malades. Donc, ils se sont dit, on va faire un communiqué. On dirait aujourd'hui, les éléments de langage sont destinés à tranquilliser
Et là, nous le sommes en peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez retrouvé? Non, je l'ai pas retrouvé, Alors, mais la phrase, c'est la princesse va se rendre pendant les vacances sur un tournage de Sir Alfred Hitchcock. Les enfants et le prince l'accompagneront. Genre, n'ayez pas peur, tout est cadré, ce sont des vacances. under control. Bon, Ça, on est en mars 62. Et ils supportent puis- pas les monégasques, en fait, ça. Alors, ça, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Ils le si, disent déjà à Ils l'époque. supportent pas. Ils ont l'impression que c'est l'indécence suprême. Quelle erreur de jugement. Ouais. Le plus grand metteur en scène du monde, c'est pas les Folies Oui, mais enfin, Bergères. au moment où la principauté rencontre quelques difficultés Oui. avec De Gaulle, Oui, avec parce que Onassis, il faut pas oublier, on l'oublie ça, Oui. que là, il y a eu presque une guerre entre la France et Monaco Blocus. pour des raisons fiscales. Avec je vais vous le raconter dans le livre, c'est vrai qu'on a complètement oublié ce truc-là. Avec Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances et qui, pendant une conférence de presse pour expliquer qu'à Monaco il y a des sociétés écrans, décroche son téléphone, appelle des sociétés apparemment honorablement connues ayant leur siège à Monaco et ne trouve pas de réponse à une heure parfaitement ouvrable. Et pour cause, c'était pas Giscard toilette. Pagéné, qui est ministre des Finances, dit, je sais, c'est mes copains milliardaires. Et donc là, Paris Match commence à s'intéresser à l'affaire monégasque, et De Gaulle suit. Il dit, Albert nous tourne le dos, pas de quartier. Régnier. Régnier, décidément. Régnier nous tourne le dos, pas de quartier. et donc, eh bien, elle va être obligée. Il faut dire qu'effectivement, elle allait jouer, certes, avec Hitchcock, mais peut-être les Monégasques avaient du mal à l'imaginer en voleuse frigide au bras de James Bond dans un nouveau film comme ça qu'ils ne connaissaient pas Alors, encore. Moi, j'ai une autre thèse, bien plus triste, mais je crois qu'elle est bonne. C'est pas qu'ils avaient du mal à se l'imaginer en voleuse. C'est que, souvenez-vous, dans Pas de printemps pour Marnie, Tippi Hedren, Marnie, est issue du prolétariat, du lumpen prolétariat américain. Et moi, je crois que c'est ce manque de prestige. Oui, sa mère est une ancienne prostituée, Voilà. enfin voilà, qui Et je vit pense que dans les un bas Monégasques, quartier. ils auraient grincé là-dessus, plus que sur l'hystérie, les crises et la nymphomanie. Alors, finalement, pas de retour au cinéma. Elle va continuer sa vie de princesse et elle est bien triste, sa vie de princesse quand même. Moi, je suis très triste. Moi, c'est le moment où je pense les lecteurs vont comprendre qu'elle se trompe. Non mais moi j'ai pleuré en lisant votre livre. Non mais c'est sérieux, c'est quand même pathétique. Quoi. C'est Enfin, pathétique. Elle avait tout et elle se retrouve comme ça. À couper les rubans, Ouais, voilà. à sectionner les rubans, à faire des concours floraux avec des vieilles dames qui ont des prénoms de fleurs. C'est très... It's boring, comme on Oui, dit en anglais. elle règne sur un territoire qui n'est quand même pas vaste. T'as confetti. Mais alors, n'aurait-elle pas une petite tendance victimaire? Vous le dites, vous Moi, le c'est ce que sous-entendez. j'analyse. Ouais. À cause de ce père et du complexe d'Oedipe qui n'est pas réglé. Vous savez, si on fait pas une analyse, on le règle pas, ce complexe. Hein. On peut le traîner à 70 ans, on peut être une vieille petite fille triste. Elle a un côté vieille petite fille triste, je trouve. Et pour l'égayer, alors elle a une solution qui est assez mignonne pour s'égayer. Elle colonise les villas autour de Monaco et elle fait venir tous ses copains. Et ça, c'est assez mignon, assez attendrissant. Donc on a David Niven qui débarque au Cap Ferrat, qui a une maison. Elle se débrouille pour fausser compagnie à ce quotidien assez terne, assez routinier, assez plombant. Et là, je rencontre par exemple Robert Hossein. Elle profite du fait que Robert Hossein est à la clinique à Nice pour lui rendre visite. Ça devient une journée Oui, il a formidable. eu un accident de voiture et il est resté très fidèle puisque je l'ai aperçu à ce festival de cirque annuel. Il est toujours là, présent derrière la jeune génération monégasque. Vous savez, ils étaient éblouis en fait quand ils la voyaient. Je crois que sa beauté n'était pas altérée. Elle avait un peu grossi puisqu'elle n'avait plus à tourner et que les Pissaladière et la Soca à Monaco, on peut pas vraiment garder la ligne. Mais oui, je crois elle montrait pas à tout le monde qu'elle avait tellement envie de continuer à être dans ce milieu bohème. Vous sous-entendez peut-être que l'alcool aidait de temps en temps à passer quelques épreuves? Oui, je pense pas. Oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, moi, j'ai aucun jugement moral là-dessus. Hein, oui. Et puis évidemment, il y aura ce jour de septembre 1982 où elle va prendre sa voiture avec sa fille Stéphanie pour accompagner justement Stéphanie à la gare. Enfin bon, bref. Et ce sera la fin de Grâce de Monaco. Gracie, vous l'appelez dans le bouquin régulièrement. Parlez bien dans le micro pour me dire oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Gracie avec sa petite queue de cheval. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons renvoyer tous les auditeurs du Filmographe, n'est-ce pas, Antoine Cyr, Absolument. vers ce livre édité donc chez Grasset et qui est disponible dans toutes les bonnes joailleries. Grâce de Monaco, la glace et le feu. Elisabeth Gouzelan, merci infiniment. Merci, messieurs. Merci. Le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP.